Bienvenue dans cette série spéciale Open Startup réalisée et enregistrée en direct de Vivatech 2025, le plus grand salon tech d'Europe. Je vous amène dans les coulisses de l'événement, au plus près des entrepreneurs, des innovateurs, des experts du numérique, pour capter à chaud les tendances, les idées qui bousculent et les voix de celles et ceux qui construisent la tech d'aujourd'hui et de demain. Des interviews, des échanges spontanés, des retours sur le terrain, c'est du contenu pour vous faire vivre l'énergie du salon comme si vous y étiez. Dans cet échange, Ilyas Benjeloun, entrepreneur québécois et président d'Elantech, il partage une vision sans filtre de la diversité comme levier d'innovation et moteur de transformation. Bonne écoute! Vivatech, ça rassemble vraiment le monde entier durant une semaine et je suis tombé sur quelqu'un par hasard, un heureux hasard. C'est mon invité du jour. J'ai le plaisir de recevoir Ilyas Benjeloun, une voix bien connue de l'écosystème tech québécois, même canadien, j'ai envie de dire. Et donc, à titre perso, je suis très heureux de te retrouver, mon cher Ilyas. T'es entrepreneur, t'es bâtisseur de communauté, t'es un passionné d'innovation, de tech. Et tu es président aussi d'Elantech, peut-être qu'on en parlera. Si tu es là aussi, c'est pour intervenir sur une table ronde qui est plus que jamais, j'ai l'impression qu'on dit ça chaque année, mais plus que jamais d'actualité, c'est sur le thème de la diversité, de l'inclusion. Donc on va parler de tout ça ensemble. Déjà, bonjour Ilyas, et est-ce que tu peux te présenter du coup? Bien sûr, bonjour Guillaume. Ça fait super plaisir de te croiser. Puis c'est la beauté de Vivatech aussi, là, la sérendipité, comme on dit. Moi, c'est Ilyas Benjeloun. Ça fait presque 20 ans maintenant que je suis au Canada. À la base, je suis marocain. Je suis né au Maroc. Je fais mes études au Maroc. Je suis allé au Canada pour étudier, travailler évidemment, mais rapidement, je me suis retrouvé dans le monde des startups parce que j'étais un geek dans le fond. Puis à l'époque, l'entrepreneuriat, n'était pas aussi cool que ça, donc fallait se soutenir. Et j'ai eu la chance de lancer 3 compagnies, la dernière étant Stay22, une très belle scale-up canadienne qui continue. Je suis moins impliqué aujourd'hui. J'ai pris un petit pas de recul par rapport à ça, mais je reste sur le board. On a lancé aussi Elantech, qui est à la base une association de founders, en fait, un regroupement de founders qui a commencé à Montréal. Et l'idée derrière, c'était vraiment de bâtir un réseau de soutien mutuel de pair à pair entre des founders, parce qu'il n'y a pas mieux qu'un founder pour savoir c'est quoi la difficulté, mais aussi les opportunités pour un autre founder. On a plusieurs programmes, on pourra en parler davantage. Puis j'ai eu la chance aussi de lancer le lab d'innovation de Desjardins avec le volet pré-incubation, accélération et investissement aussi. Donc, pas mal de travail dans l'écosystème. C'est ça, c'est une longue période de vie aussi, hein, mais toujours aussi passionné. Puis c'est très excitant d'être là à Vivatech et de te rencontrer aujourd'hui, Guillaume. Bon, trop bien. Bon, vous l'avez compris pour les personnes qui écoutent, on a la chance de t'avoir, Ilyas, là, au micro. Justement, tu arrives du Canada et j'aimerais avoir un petit peu ton regard sur le fait que cette année, Vivatech a mis le Canada à l'honneur. Toi, ouais, qu'est-ce que ça t'inspire? Et puis, peut-être nous dire, est-ce qu'il y a une manière d'entreprendre qui est canadienne, voire même québécoise, tu vois? Est-ce qu'il y a une spécificité dans la culture, dans le financement ou dans les sujets que tu portes aujourd'hui sur l'inclusion, la diversité? Écoute, faudrait qu'on transforme ça en grande discussion ou une présentation. Je dirais, sincèrement, je pense qu'il n'y a pas une manière canadienne de le faire. Par contre, le Canada, ça reste quand même un grand pays, probablement même en France aussi. Tu sais, il y a des régions, etc., etc. Et je dirais, au Canada, on a quand même des spécialisations par région. Tu sais, le Québec est quand même très fort en climate tech, en agtech, en énergie et de manière générale, la santé aussi, les industries créatives, l'IA en tant que telle. On aimerait être fort aussi en finance ou autre, mais on ne l'est pas autant qu'on devrait. Toronto est beaucoup plus présent là-dedans. La Colombie-Britannique, donc Vancouver, etc., a beaucoup de similarités avec le Québec par rapport à ça. Dans les prairies, c'est plutôt l'agriculture. On a oil and gas en Alberta, etc. Donc déjà, il y a un aspect de spécialisation, on va dire, par région. Ensuite, puis je pense qu'il y a peut-être des similarités là-dessus aussi, c'est que c'est un écosystème qui est très driven par le gouvernement. Je te dirais, bon, pour des vieux comme moi, entre guillemets, on a vécu une période où le gouvernement n'était pas du tout là. Donc, je dirais entre peut-être 2008 et 2016 ou 2017. Puis depuis 2016-2017, le gouvernement a vraiment double down là-dessus. Puis c'est là où on a vu la naissance de gros joueurs, les incubateurs accélérateurs, mais aussi des gros joueurs comme les superclusters, qui sont des regroupements pour permettre de l'innovation collaborative entre des grands groupes et des plus petits, amener du cofinancement, etc.
Ce que peut-être je dirais qui est distinct, c'est le talent est vraiment fort au Canada. Puis je dis pas que la France, il n'y en a pas, c'est pas loin de moi l'idée. Puis que la diversité est quand même plus forte et plus intégrée. C'est-à-dire à Montréal, tu sais, par exemple, je vais utiliser Elantec. C'est c'est une organisation, ou State 22, c'est une organisation où on a peut-être comme, dans Elantec, on est 8 personnes, il y a 7 nationalités différentes. Dans State 22, il y a 55 personnes, puis on a probablement 20 nationalités différentes. Donc, cette diversité-là, elle est vraiment très, très vivante au quotidien. Ensuite, ce qui est intéressant, puis c'est quelque chose où on était à Paris-Saclay il y a quelques jours, c'est les clusters et la présence entre les joueurs industriels avec des entrepreneurs, les centres de recherche, etc. Donc, dans la chaîne de valeur, on essaie de créer cette continuité-là. C'est quelque chose d'assez intéressant. Et enfin, bon, c'est quelque chose d'assez connu, mais en IA, on est quand même bon. Et donc, il y a des hubs en IA, des espaces d'expérimentation. Juste là, maintenant, on était avec justement Sacha de Hugging Face, etc. Ça aurait été peut-être intéressant de l'avoir à un moment donné. Mais c'est cet aspect-là de l'ancrage dans les sciences qui est quand même assez fort. Top. Mais justement, on va reparler aussi d'IA à un moment donné. Je te poserai peut-être une question là-dessus. Revenons quand même sur le sujet de ta table ronde. Est-ce que tu peux nous en parler, nous donner le grand sujet, etc. Il y a cette notion de partenariat, le fait d'être un allié dans l'écosystème tech, etc. Raconte-nous un petit peu les grands contours de ce qui va être dit cet après-midi. Ça serait vraiment utile. Et surtout, je sais que toi, tu as un avis qui est quand même très fort en fait sur le sujet, qui dépasse. Tu as même fait un post LinkedIn ce matin qui dit que bah, c'est presque un tabou, ces sujets-là. Et donc, ouais, dis-nous tout. Ouais. Ben, en fait, peut-être avant de jumper là-dessus, je reviens sur peut-être ta question précédente si ça ne te dérange pas. Il y a un aspect que je trouve assez intéressant en entrepreneuriat, c'est la manière dont on présente nos startups. Et le Québec, ce que j'aime beaucoup du Québec, puis je vais faire la transition vers le sujet dont tu viens de me parler, c'est j'aime le fait que le Québec est le seul pays, enfin, pardon, pas le seul pays, la seule nation francophone en Amérique du Nord, qui a ce lien-là ou ce pont-là avec la France où on est aujourd'hui à Paris, qui est un lien historique, bien sûr, mais qui a aussi une relation et une influence nord-américaine très, très forte. Donc, du coup, il y a quand même une richesse dans la manière même dont on présente les startups, le pitch, la validation qu'on fait, la proximité avec le marché, etc., qui est une richesse assez importante. Et c'est là où, moi, ce qui m'a beaucoup inspiré, puis la raison pour laquelle je suis allé au Québec, c'était cet aspect-là où, à Montréal, tu as le volet francophone, le volet anglophone, tu as cette diversité-là, il y a des gens à travers le monde qui sont là, et il y a quand même une belle inclusion. Tu sais, il y a les défis, bien sûr, là, je dis pas que c'est parfait, le monde n'est pas parfait. Mais il y a quand même une belle inclusion, comme je disais tout à l'heure, avec les diversités d'équipes, etc. Mais ça amène aussi une diversité de la manière de présenter, la manière de réfléchir, la créativité, l'innovation en tant que telle, qui vient dans ces équipes-là. Et ça, c'est une réalité. Tu sais, il y a plein d'études, je vais pas être boring là pour ton audience, mais il y a plein d'études qui montrent la richesse de cette diversité-là. Mais justement, en fait, moi, c'est ça, c'est même une sorte de problème que j'arrive pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à le résoudre. En fait, c'est qu'il y a plein d'études justement qui montrent que les équipes diverses sont plus performantes et que au-delà de l'aspect un peu éthique ou communication qu'on peut faire avec ce sujet-là, c'est prouvé que même, je crois, c'est sur les sujets des femmes en tech, les femmes qui sont au board, enfin, quand tu as des femmes au board ou en poste de direction, les startups ont plus de chances de survie ou autre. Comment ça se fait que malgré les études, malgré toutes les bonnes pratiques qu'on connaît, ça met un peu du temps à changer, tu vois? Mais en fait, la réalité, c'est que l'humain aime sa zone de confort. L'humain aime s'associer avec ce qu'il connaît et ce qu'il connaît, ce qui le rend confortable, etc., etc. Donc, je dirais, il y a cet aspect-là de facilité où on n'aime pas sortir de la zone de confort. La réalité, c'est que tout le monde va te dire ah, il faut sortir de la boîte, tu vas aller dans les plus grands groupes, tu vas avoir des posters sur les murs de dire hey, l'inclusion c'est important ou innover, sortez de la boîte, sortez de votre zone de confort, blablabla. Bla, 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 bla. Mais au quotidien, même pour des gens comme moi, que ça fait comme 20 ans que je suis ou 17 ans que je suis dans l'innovation, blablabla, il y a cet aspect de confort et on cherche notre confort. Et donc, on aime s'associer aussi avec les gens qu'on connaît. Et souvent, ben, c'est un peu compliqué. Tu sais, si tu parles à quelqu'un qui est indien, par exemple, ben, il y a un accent indien, il y a une manière de réfléchir différente. Et donc, c'est un peu plus compliqué. Un Marocain, la même chose, etc., etc. Donc, il y a cet aspect-là de complexité dans la relation, mais
L'avantage, c'est la diversité d'opinions, la créativité, le fait qu'il y a pas le herd mentality. Tu sais, si c'était juste des hommes blancs, qui sont tous nés dans la même région et cetera, ben, je suis désolé, vous allez probablement avoir une manière de réfléchir similaire, des manières d'aborder les problèmes de manière similaire et cetera et cetera. Donc ça, c'est juste une réalité simple. Le 2e aspect, je dirais, c'est que la DEI ou la diversité, l'équité et l'inclusion qui était, absent, on va dire, jusqu'en 2015-2016. Puis nous, on a travaillé un petit peu là-dessus, naturellement, par réflexe, par être, on va dire, est devenu tendance depuis, George Floyd et d'autres aspects. Et ce qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui sont garrochés là-dessus, ou qui sont lancés, ça c'est du québécois, mais qui se sont lancés là-dedans et qui en fait a complètement défiguré en fait la volonté de réellement voir le volet affaires et le volet tangible de cette diversité-là. Et pour moi, dans beaucoup d'entreprises, malheureusement, c'est devenu un écran de fumée, c'est devenu de la revendication un peu creuse, complètement déconnectée de la réalité d'affaires et de la réalité business et de l'impact tangible qu'on peut amener. Et j'ai vu, pour beaucoup de personnes, malheureusement, c'est devenu quasiment des social clubs. Ou de l'autre côté, c'est de la revendication quasiment. Il faut revendiquer, bien sûr, mais une sorte de revendication déconnectée de la réalité d'affaires, en fait. Ouais, et puis même parfois aussi, c'est que on va placer, on va dire, des personnes issues de l'immigration ou représentant la diversité sur des postes qui sont pas forcément à responsabilité ou alors qui sont pas forcément au cœur. Là, si on revient sur les startups, tech, etc., parfois tu vas pas avoir finalement cette diversité représentée dans la tech ou le produit, mais tu vois, ces personnes-là vont être plutôt sur des postes de support ou de communication, etc. Enfin, Bah, en fait, c'est drôle que tu dis ça parce qu'effectivement, tu sais, le plus souvent dans ces grands groupes, tu vas voir évidemment une personne issue d'une minorité visible qui est responsable de la diversité. Puis cette personne-là, souvent, elle est parachutée ou qu'elle ne vient pas d'une ligne d'affaires, mais qu'elle vient probablement des ressources humaines. Et les ressources humaines, je suis désolé pour à tous mes amis et les auditeurs et auditrices qui écoutent ça, mais souvent les gens en ressources humaines sont déconnectés de la réalité d'affaires, ne comprennent pas la fonction métier. Et donc, si en plus tu amènes le layer de diversité sur une fonction qui n'est même pas reconnue en réalité dans la grande entreprise, il y a très très peu de RH stratégique. Et donc là, il y a très très peu de diversité stratégique. On ne va pas aller chercher des gens qui sont dans le métier, un noir, un gay, un whatever, une femme évidemment, qui vient d'un background d'ingénierie, qui a travaillé dans le métier, qui a travaillé réellement à bâtir le produit de la compagnie ou le produit tech pour prendre en charge la diversité. Et ce dont on va parler cet après-midi, justement, c'est la manière de voir la diversité comme un élément décentralisé dans les entreprises, comment le faire véhiculer comme une sorte de virus positif qui est ancré dans les lignes d'affaires et qui est ancré dans les fonctions produits. Et en réalité, je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec toi, dans le sens où il y a beaucoup dans les entreprises la diversité. Mais dans ce cas-là, empower ces gens-là qui sont déjà noirs, qui sont déjà gays, qui sont déjà des femmes, etc. Et donne-leur une fonction supplémentaire d'être en charge de la diversité dans leurs équipes. Et là, tu amènes une sorte de réseau, un maillage interne qui rajoute une fabrique, ou un fabric en anglais, excuse-moi, un tissu à l'intérieur de ta compagnie qui devient en fait un réseau, comme un web à l'intérieur de ta compagnie. Et ça, c'est une force sur laquelle on ne capitalise pas assez. Souvent, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer un département pour la diversité. Et de la même manière qu'il y a 10 ans, les entreprises créaient des départements pour l'innovation. Et on le sait que ça sert, pas que ça sert à rien, ça sert à créer une culture, à développer des choses, mais de manière tangible, si tu n'es pas ancré dans les lignes d'affaires, tu sers à rien. et oui, et d'ailleurs, et si on reste sur le produit, le cœur, etc., on a parlé de l'IA et c'est un truc qui est en train de tous nous renverser là-dessus. Et un gros sujet aussi autour de l'IA, c'est les biais qu'il peut y avoir dedans. Et donc, il y a aussi un enjeu majeur que les produits de demain soient créés par des personnes issues de partout en fait dans le monde pour que ça réponde à tout le monde. Et justement, qu'on n'embarque pas ces biais partout. Bah oui, absolument, man. Et en fait, Guillaume, ce qu'on ne réalise même pas, au-delà de embarquer les biais, c'est le pouvoir exponentiel de l'IA. On l'oublie, en fait. On le sait au quotidien. Tu sais, tu utilises ChatGPT, puis tu te rends compte que tu peux créer un livre en quelques secondes. J'exagère, mais proche. Tu sais, tu as besoin de faire un peu d'édition, tu mets tes idées, etc., etc. Quelque chose qui te prendrait 2 ans peut te prendre un mois, on va dire. Mais ça, c'est une force exponentielle de l'IA. Donc, imagine, tu plugues dedans des biais. Bah, en fait, c'est des forces exponentielles. Puis de plus en plus, en fait, en IA, on, on passe de l'humain dans la loupe, là, l'humain dans la boucle en français, on va dire, à des moments où l'IA devient aussi décisionnelle. Et donc, si par exemple, tu as des caméras dans une ville, puis que tu essayes de détecter des vols ou des choses comme ça, puis que dans ton dataset d'entraînement,
par exemple, tu mets beaucoup de data qui sont liées, par exemple, à des Noirs ou qui sont liées à une certaine population, ben, l'IA va reconnaître beaucoup plus ces gens-là et en fait ne pas reconnaître les Blancs, etc. Et ça, c'est des choses qui arrivent déjà, par exemple, aujourd'hui aux États-Unis, mais ça arrive aussi ailleurs dans des choses un peu plus, on va dire, bénignes, parce que là, j'ai pris un cas extrême, parce que incarcérer des gens, etc., c'est quand même un peu extrême, mais il y a des cas un peu plus bénins. On peut penser, par exemple, à l'usage de l'IA pour anticiper les endroits où on doit réparer les routes. Il y a un État aux États-Unis qui ont une très bonne idée à la base. Ils ont demandé aux gens d'installer une application sur leur téléphone et pendant qu'ils conduisaient, ben, tu avais une manière d'évaluer la qualité de la route, etc., pour anticiper là où il faut réparer les routes, grosso modo. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas réfléchi, c'est que en demandant à quelqu'un de mettre ça sur son téléphone intelligent, en demandant à quelqu'un que cette personne-là doit conduire, etc., on vient de biaiser complètement le set de données. Et donc, on va avoir tendance à réparer les routes des gens qui sont déjà affluents, qui ont déjà de l'argent, qui ont des belles voitures, qui conduisent souvent, etc., etc., et non pas la pauvre personne qui prend le bus. Et donc, tout ça, c'est des petits biais, on va dire, c'est un peu bénin, mais il y a des cas un peu plus extrêmes. Comme on peut parler aussi par rapport des choses que les entrepreneurs ont besoin, par exemple les subventions. Il y a de plus en plus de subventions ou d'emplois qui sont évalués directement par des IA. Et donc, si dans les CV qu'on donne, et ça, il y a des études qui ont montré ça, on ingère les gens qui sont déjà dans l'entreprise, qu'on a déjà sélectionnés de manière peut-être biaisée, à dire, cette personne-là doit faire partie d'une grande école ou ci ou ça, ben, on a eu tendance à recruter beaucoup plus des hommes, des ci, des ça. Donc, ces biais-là sont amplifiés par l'IA et donc, faut faire attention. La bonne nouvelle là-dedans, par contre, c'est que le pouvoir de l'IA peut aussi être utilisé pour débiaiser les algorithmes. Et il y a des gens que j'aime beaucoup, comme Philippe Baudouin, qui est un grand chercheur en IA, qui est entrepreneur aussi, qui en parle beaucoup, puis qui réfléchit beaucoup là-dessus. Mais c'est de dire comment est-ce que dans le travail d'amplification que l'IA va venir à mener, on bâtit ces équipes-là diversifiées et on travaille à débiaiser les données qu'on va ingérer pour l'entraînement de l'algorithme par la suite. Donc, il y a un travail en plusieurs étapes pour venir de manière consciente, amplifier ou utiliser l'IA pour faire du bien, on va dire. Et ça, c'est une belle opportunité. Clairement. Mais j'ai souvent des débats, tu sais, avec les amis et autres sur les sujets d'IA parce que je pense que ça nous chamboule tous aussi dans nos valeurs, etc. Mais moi, je suis un peu comme toi, je suis un optimiste, un confiant dans l'humanité, etc. Et j'ose à croire aussi que ces IA, tous ces algorithmes, etc., peuvent aussi nous aider à résoudre des problèmes complexes. Ils sont pas que là pour remplacer et faire de la productivité, etc. Donc, bon, on verra ce que l'avenir nous réserve. Et justement, si on regarde sur les 5-10 ans à venir, c'est quoi, toi, ta vision idéale pour un écosystème qui serait plus inclusif? À quoi on pourra reconnaître qu'il y a eu un vrai changement? Et d'ailleurs, si tu devais nous donner quelque chose de très activable, si on est un entrepreneur, qu'on est en train de bâtir sa startup, demain, c'est quoi une action concrète qu'on peut mettre en place pour favoriser ça? En fait, deux petites choses d'abord. Un, je pense on n'a pas le choix. En fait, et c'est un peu le message aussi dont on va parler cet après-midi, c'est que la diversité pour la diversité, ça sert à rien. Par contre, la diversité ancrée dans les lignes d'affaires pour une entreprise, la diversité ancrée dans ton marché pour un entrepreneur, la diversité ancrée dans les relations internationales si tu as envie de lever des fonds, ben ça, tu n'as pas vraiment le choix en fait. Parce que de plus en plus, puis on l'a vu avec ce qui s'est passé aux États-Unis, donc c'est pas dans les 5-10 prochaines années, c'est tout de suite. Tu sais, on parlait de l'IA, l'impact de l'IA là, entre 2022 et 2025, elle est déjà énorme, et puis c'est pas fini d'être exponentiel. Donc moi, je me mets dans la peau, puis comme je l'ai été à plusieurs reprises, entrepreneur, à explorer des idées, à voir où est-ce que le marché s'en va, je me dirais, mais merde, il est où le futur? J'arrive pas à voir le futur. Le futur est un brouillard aujourd'hui. Et on est de plus en plus en train de le bâtir avec ces outils technologiques-là exponentiels. Donc on n'est pas capable de prédire l'avenir de la même manière qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Par contre, pour en tirer parti et savoir où est-ce que le futur va aller et où on est en train d'aller pour développer des innovations ou développer des produits technologiques intéressants pour répondre à ces besoins-là, ben la plus belle chose que tu peux faire et la chose la plus intelligente que tu peux faire, c'est de t'assurer, que dans ton équipe, il y a des gens qui sont représentatifs des marchés que tu es en train d'attaquer. Deux, que tu ne te limites pas à ta région, que tu sois à Paris ou en Nouvelle-Aquitaine ou à Lille ou whatever. Le marché, il n'est pas européen, le marché, il n'est pas français, le marché, il n'est même pas régional, évidemment. Le marché, il est mondial et de plus en plus, il est mondial.
À l'heure actuelle, il y a un shift géopolitique assez important où on voit des zones économiques comme le Moyen-Orient, mais même l'Afrique avec le leadership du Maroc. Puis je suis marocain à la base, donc je suis un petit peu biaisé quand même, mais on le voit. On a des pays qui ont une certaine stabilité. Le Maroc a une très très belle stabilité. Il y a des politiques sur 20-30 ans, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, etc., qui sont en train de générer des ponts entre les continents et l'Europe, on va dire, ou l'Amérique du Nord, etc. Et ça, il faut sauter sur ces occasions-là parce que ça ouvre des marchés. À l'heure actuelle, ce qui est en train de se passer aux États-Unis est en train d'ouvrir des marchés dans le monde. C'est vraiment en train de shifter la psychologie mondiale. Et ça, pour les gens qui nous écoutent, c'est extrêmement important d'y réfléchir très, 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 très sérieusement parce qu'on est vraiment dans un opportunisme positif générationnel. Après la Deuxième Guerre mondiale, puis là, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, là, mais après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis étaient, on va dire, le pays porteur de la flamme ou l'étendard de la gestion du monde, on va dire. Aujourd'hui, c'est en train de changer de manière drastique et en parallèle, il y a ces changements technologiques importants. On a des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Maroc, etc., qui sont en train de se présenter dans l'échiquier mondial comme des pays qui ont leur place, mais qui sont aussi des liens avec des marchés existants. Le marché africain est le marché le plus fort, à la plus forte croissance, la démographie aussi. On a le Canada qui est en train de se repositionner aussi. D'ailleurs, le Canada est à l'honneur aujourd'hui à Vivatech. Donc, tous ces changements-là sont aussi porteurs d'opportunités. Donc, moi, je serais dans la peau d'un entrepreneur. Les actions apportées, elles sont simples, peut-être agréables aussi. C'est voyager, connecter avec cette diversité-là. Savoir c'est quoi les pays qui ont quand même une certaine stabilité, qui ont une ouverture à bâtir ces ponts-là. Je viens de parler du Qatar, de l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Maroc, l'Inde, le Canada. Et de voir comment je peux bâtir des liens tant d'un point de vue de talent que d'opportunités de financement. Il y a un influx de capital énorme. On le voit aujourd'hui, malheureusement, mais ça va changer. L'instabilité fait en sorte que parfois les gouvernements ne sont pas tout à fait sûrs s'ils doivent injecter du capital ou les venture capitalistes ne sont pas tout à fait sûrs ou les grandes compagnies ne sont pas tout à fait sûres de vouloir embarquer. Moi, j'ai travaillé pas mal en innovation ouverte et innovation collaborative. Il y a 5-6 ans, les entreprises étaient très, très ouvertes à vouloir collaborer avec des startups. Aujourd'hui, ça se referme. C'est un autre sujet, on pourra en parler dans une autre édition. Mais dans le même esprit que la diversité et l'inclusion, il y a eu beaucoup de performative action qui n'étaient pas ancrés dans le concret, qui n'ont pas livré les résultats. Et donc là, on se referme. Tu rajoutes l'instabilité, on se referme davantage. Par contre, il y a d'autres pays dans le monde qui sont beaucoup plus ouverts, qui ont envie d'embarquer là-dedans. Et donc moi, j'invite les entrepreneurs à connaître, voyager s'ils le peuvent. Mais en France, on est un pays d'immigration. Il y a des gens de tous les horizons. J'invite les gens à connecter entre eux, à y aller. Là, on est à Vivatech cette semaine. J'étais avant-hier à la maison du climat où ils avaient des investisseurs liés au climat qui connectaient entre l'Afrique et l'Europe. C'est ce genre d'événements-là. Donc, il y a de belles choses, il y a des événements, des activités. Écoutez le podcast ici, puis j'espère que toi aussi, Guillaume, tu vas inviter des gens issus de diversités, puis inspirer les gens parce qu'il faut se connecter. C'est vraiment une opportunité à ne pas manquer. Merci Elias, hein. Franchement, pour ton regard, c'est hyper précieux parce que voilà, tu baignes là-dedans et donc c'est une petite masterclass là que tu nous offres et c'est top parce que pour toutes les personnes qui peuvent pas être à Vivatech, je sais pas si la conférence va être captée ou pas, mais en tout cas là, on a déjà un bon morceau. Donc merci pour ça. Je termine avec deux petites questions un peu plus perso parce que moi ça m'intéresse et puis je pense que les gens qui ont écouté jusque-là, ils vont se dire ah tiens, il faut que j'en sache plus sur ce bonhomme. Je sais que dans un de tes derniers articles LinkedIn, tu as parlé de remanufacturer la sérendipité. Moi, j'ai adoré cette formule, donc bravo déjà pour la formulation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, là, sur ton prochain chapitre? Ça m'intéresse à titre perso. Bien sûr. Écoute, ça me fera plaisir de prendre un café et d'en discuter davantage. Là, dans le cadre du podcast, ce que je te dirais, c'est que puis un peu dans la continuité de ce qu'on vient de dire. Moi, mon prochain chapitre va être lié à de l'investissement, va être lié aux enjeux climatiques et va être lié à cette richesse de la diaspora et le talent qu'on a sur laquelle on ne capitalise pas assez.
moi, toute ma vie ou ma carrière, entre guillemets, a toujours été de trouver les espaces blancs ou les blue ocean, les white space, et voir comment faire les choses différemment, parce que c'est là où les opportunités sont. Aujourd'hui, je le vois, il y a les enjeux climatiques sont majeurs. La diaspora n'est pas encore assez capitalisée là-dessus. Moi, quand je vois des gens aller vers le bas, comme When they go low, we go high. Les enjeux sur la diversité aujourd'hui ou les enjeux sur le climat aujourd'hui où les Américains ont perdu du leadership là-dessus, c'est là où moi je veux double down. Puis il y a des capitaux, il y a beaucoup d'argent dans le monde, pas tout le temps bien alloué. On peut capitaliser là-dessus puis avoir un impact majeur. Puis c'est super excitant. L'avenir est vraiment excitant. Génial. On est en train de se faire chasser de la salle d'interview. Juste, où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur toi ou connecter avec toi? Écoute, ça me fera plaisir. Vous pouvez voir elantech.co, donc elantech.co, ou sinon sur LinkedIn, ça me fera plaisir. On est tous occupés évidemment là, mais en passant par toi, Guillaume aussi, pourquoi pas. Mais ça me fera plaisir d'échanger davantage. Vous pouvez me connecter avec moi sur LinkedIn, ça me fera. Merci Ilias, et puis à très vite. Merci beaucoup Guillaume, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Open Startup spécial Vivatech. D'autres interviews arrivent très vite, alors pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou en le partageant autour de vous. Pour prolonger les échanges ou me faire un retour, direction LinkedIn, car c'est là où je suis le plus actif. Un grand merci à l'équipe Tracteur, une équipe passionnée d'innovation qui accompagne les entrepreneurs dans le développement de produits et services numériques, et sans qui ce podcast ne pourrait pas exister. C'était Guillaume Comagnac, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série au cœur de Vivatech.